Aujourd'hui, une exploration des tensions autour du détroit d'Ormuz. On va s'appuyer sur une analyse, le fulcrum d'Ormuz, pour essayer de décrypter un peu les enjeux derrière les gros titres. Oui, bonjour. Et on va voir comment la menace elle-même, au fond, devient un levier de coercition qui révèle des fragilités, souvent sous-estimées. Alors, tout semble commencer avec ce vote du Parlement iranien, le Majlis, c'est ça, pour fermer le détroit après des frappes américaines. Mais l'analyse dit que c'est plus complexe. Ah oui, c'est une manœuvre très calculée. Le vote, c'est un signal politique fort, bien sûr, mais la vraie décision, elle appartient au Conseil suprême de sécurité nationale. Dirigé par le guide suprême. Exactement. Donc, ça permet de maintenir la pression, tout en gardant, disons, une porte de sortie. Et puis, il faut voir qu'une fermeture totale, ce serait économiquement désastreux pour l'Iran même. Ah oui, pourquoi? Ils dépendent complètement d'Ormuz pour exporter leur pétrole, surtout via l'île de Karg. Et aussi pour importer l'essence. Ils n'ont pas assez de capacité de raffinage. Donc si on regarde le passé, comme la guerre des pétroliers, on peut penser qu'ils préféreraient peut-être une stratégie de perturbation, mines, drones, ce genre de choses, plutôt qu'un blocus total. C'est tout à fait ça. Une perturbation ciblée, c'est moins coûteux et politiquement moins risqué qu'un blocage complet. Et cette posture, ça met aussi les autres grandes puissances dans une position délicate. Les États-Unis, par exemple. Oui, Washington a déjà mené des frappes. Du coup, paradoxalement, ça réduit peut-être leur propre levier de dissuasion. La menace d'une frappe pèse moins une fois qu'elle a eu lieu, en quelque sorte. Intéressant. Et la Chine? L'analyse insiste beaucoup sur sa position. Oui, alors la Chine, c'est particulier. C'est le premier client du pétrole iranien, mais en même temps, presque la moitié de leurs importations de brut par mer passent par Ormuz. Donc une fermeture serait une catastrophe pour eux aussi. Absolument. Pour leur économie, ce serait terrible. Ce qui les oblige, on imagine, à agir en coulisses, très discrètement, pour éviter le scénario du pire. Et c'est là qu'on arrive à cette idée de fermeture commerciale, qui est assez fascinante, même sans blocus militaire officiel. Précisément, c'est ça le point clé. Le détroit devient en quelque sorte commercialement toxique. Les assureurs, par exemple, font grimper en flèche les primes de risque de guerre, les AWRP. Ce qui augmente les coûts de transport, j'imagine. Énormément. On a vu les taux de fret entre le Golfe et la Chine bondir de 44% en une semaine à peine. C'est colossal. Et il n'y a pas que ça, il y a aussi le brouillage GPS, non? Oui, ça c'est un autre facteur. Ça crée un chaos logistique et pire, des accidents. On a eu cette collision récente entre deux super pétroliers, le Front Eagle et l'Adaline. Très dangereux. Et les contrats? Oui, il y a les clauses de risque de guerre. Ça permet aux armateurs, légalement, de refuser d'entrer dans la zone. D'ailleurs, Qatar Energy a déjà mis ses méthaniers en attente hors du détroit. Donc l'impact économique, il est immédiat. Bien avant une éventuelle action militaire d'envergure. Tout à fait. Le prix du Brent, il grimpe déjà. Les analystes parlent d'un baril qui pourrait monter à 90 $, peut-être même 150 si ça s'aggrave. Avec les conséquences qu'on connaît. Oui, les conséquences classiques, mais sévères, hausse des prix à la pompe, l'inflation mondiale qui repart, un risque de récession qui s'accentue, surtout pour les économies asiatiques, très dépendantes. Mais l'analyse va plus loin. Elle pointe un risque encore plus fondamental, et dont on parle moins, l'eau, la sécurité hydrique. Oui, et ça c'est vraiment le talon d'Achille des pays du Golfe, les pays du CCG. Prenez le Qatar ou Bahreïn, ils dépendent à presque 100% de l'eau dessalée. L'eau qui vient du Golfe Persique. Exactement. L'Arabie Saoudite, c'est environ la moitié de son eau douce qui vient de là. Et la quasi-totalité de leurs usines de dessalement, près de 800, elles puissent toutes dans cette mer qui est semi-fermée. Alors, c'est quoi le risque spécifique? La menace? Il y a principalement deux scénarios redoutés. Le premier, c'est une grosse marée noire, accidentelle ou provoquée par une attaque. Si elle reste piégée dans le Golfe. Il faudrait arrêter les usines de dessalement. Obligatoirement, pour éviter de contaminer les prises d'eau. Le problème, c'est que leurs réserves d'eau douce sont très faibles, quelques jours tout au plus. Donc ce serait une crise de l'eau aiguë, immédiate. Une crise humanitaire. D'accord. Et le deuxième scénario? Alors là, c'est le cauchemar absolu. Faible probabilité, heureusement, mais aux conséquences inimaginables. Ce serait une attaque sur la centrale nucléaire iranienne de Boucher. Ah oui. Une contamination radioactive de l'eau du Golfe, par exemple au césium, à l'iode radioactif. Ça rendrait l'eau totalement impropre au dessalement pour des années, voire des décennies. Et ça toucherait combien de personnes? On parle de couper l'accès à l'eau potable pour près de 60 millions de personnes. Ce serait une catastrophe. Sans précédent. Vraiment. Difficile à imaginer. Donc, pour résumer, on a une menace iranienne très calculée,
qui joue sur l'ambiguïté. Un impact économique bien réel, déjà là, via cette fermeture commerciale de fait, et surtout cette vulnérabilité énorme liée à l'eau. C'est exactement ça. La menace elle-même est une arme puissante. D'autant plus que les alternatives pour contourner Hormuz sont très, très limitées. Les pipelines actuels, ils ne pourraient absorber qu'environ 21% du flux pétrolier qui passe par le détroit. C'est peu. Ce qui nous amène peut-être à une dernière réflexion, une question pour la suite. Oui, on pourrait se demander, et en delà de cette crise spécifique à Hormuz, comment est-ce que la répétition de ce genre de vulnérabilité, sur ces points de passage stratégiques, parce qu'il y en a d'autres, comment est-ce que ça pourrait nous forcer, à terme, à repenser nos stratégies énergétiques mondiales, la résilience de nos chaînes logistiques, et peut-être même le droit international qui régit ces artères vitales? Une question essentielle en effet pour l'avenir. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse détaillée avec nous.